Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Et voilà, ben, c'est la rentrée. Ça fait tout drôle ce matin parce que, bon, José Sucy qui revient ce matin après 2 ans d'absence en télétravail. Solange Moreau qui est au ventre, qui revient ce matin en télétravail. Marie-Ève Lamonde qui arrive avec nous. Alors, merci Jean Carbonneau. Je veux profiter de ces moments-là là, pour te remercier parce que, bon, avec la nouvelle programmation du Nouveau Monde, il faut ajuster les studios. Alors, merci Jean Carbonneau pour l'excellent travail que tu as fait au cours des derniers jours là, pour qu'on soit prêt pour cette nouvelle rentrée. Et ce matin, ben, vous le voyez, il est à mes côtés, il est dans le studio. José Sucy, bon matin. Bon matin, je voyais Jean en train d'essuyer ses larmes à la blague. On va enlever ça parce que... Alors, comment ça va? Ben, ça va bien, ça fait du bien de revoir un peu les gens. Là, quand même, ça fait 2 ans que j'étais enfermé littéralement dans mon bunker. Fait que je suis sorti un peu, j'ai quand même pris un peu de soleil avant de me présenter devant la caméra. L'ours est sorti de ta tanière. Ah oui, tout à fait. Puis c'est réellement le cas de le dire. Hein. Puis c'était réellement le temps aussi que je sorte parce que je m'endurais plus. Hey, José, on va y aller parce que le temps on a file. 15 minutes. Puis écoute, moi, je veux parler beaucoup de politique parce qu'on est, on est dans la politique jusque-là. Là. Mais d'abord, c'est toujours à déplorer un incendie en fin de semaine. Là, et on déclare également un blessé dans cet incendie à Montmagny. Un blessé avec des brûlures. Je ne sais pas si c'est mineur, Michel, mais toujours est-il que l'homme en question a été transporté au centre hospitalier de Montmagny. Puis il y a des coupures également. Là, c'est arrivé dimanche en fin d'après-midi. L'opération a quand même duré 2 heures. On a fermé le secteur. Là. Si je ne l'ai pas dit, c'est au 96 8e Avenue, incendie. On a quand même réussi à sauver... l'essentiel là, de la maison en question, mais quand même, il y a un blessé. Là. C'est jamais à prendre à la légère. D'ailleurs, il y a des gens du service incendie là, qui ont dit sur les réseaux sociaux, notamment, là, de l'échanger notre batterie, de notre détecteur de fumée. On ne sait pas si c'est ça le problème. On sait qu'il y a une enquête actuellement avec la collaboration de la Sûreté du Québec à savoir c'est quoi l'origine de l'incendie en question. 25 pompiers, José? Oui, 25 pompiers minimum. C'était quand même un incendie majeur. Oh, oui, mais on prend jamais de chance, Michel, parce que souvent, il y a des gens qui disent que, ben là, il me semble qu'on fait sortir les pompiers pour rien. Il y a un protocole à suivre, puis dites-vous une chose, les pompiers font jamais rien pour rien. Puis la journée qu'ils font pas ce qu'ils ont à faire, que le feu prendra avec de l'ampleur et se répandra, on dira, ben, on aurait dû, ça fait qu'on prend jamais de chance. Il y a un protocole à suivre. Et on a un bon service incendie à Montmagny, là, je tiens à le dire régulièrement, parce que j'assiste souvent à leurs opérations, puis on peut être fiers de ce qu'on fait à Montmagny. Les 25 pompiers, là, je trouvais que c'était beaucoup, mais... c'est le protocole, Michel. Si on veut éviter le plus de dégâts possible, et aussi, c'est toujours déplorable là, de savoir qu'il y a des gens à l'intérieur de la maison. Et c'est ça l'important, c'est d'abord de sortir les résidents, puis après ça, ben, c'est s'occuper du matériel. Là. C'est moins important. Un cycliste qui a perdu la vie à la suite d'une collision avec une roulotte. Triste nouvelle, c'est arrivé samedi dans l'après-midi, je pense plus vers l'heure du midi. Je t'explique, là, il y a une roulotte mobile là, qui était stationnée à une intersection à Saint-Jean-Port-Joli, là, chemin du Moulin, 2e rang. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un problème mécanique. Le monsieur est sorti pour réparer sa roulotte et il y avait un cycliste, un homme de 74 ans, qui visiblement là, fonçait à vive allure, tête baissée, n'a pas vu la roulotte en question, l'a percuté de plein fouet et a été transporté rapidement à l'hôpital de Montmagny. Malheureusement, son décès a été constaté à la sortie de l'ambulance, je pense, sincèrement, ou à l'entrée de l'hôpital. Peu importe, c'est extrêmement triste. On parle de Serge Toussaint, 74 ans, de Saint-Jean-Port-Joli. Nos sympathies, par ailleurs, à la famille. Maintenant, ben, on va parler un peu de politique jusqu'à la fin de nos grands titres de l'actualité, parce que c'est ce qui... c'est pas les sujets qui manquent. C'est ce qui retient l'actualité actuellement. Là. Cet après-midi, il va y avoir le lancement de la campagne de Mathieu Rivet à Montmagny. Un lancement, Michel, après la première semaine, c'est pas tout à fait un lancement. Je pense qu'on est un peu en retard de ce côté-là. Même à ça, quand même, le Mathieu Rivet qui va être du côté du CPE
Montmagny sur l'avenue Côté, si je ne me trompe pas. Et la grande nouvelle, c'est que le CPA à Fort-Bonheur. Absolument. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault va être présente au lancement de campagne de Mathieu Rivet. Là, on sait que Mathieu Rivet est rentré un peu à la dernière minute dans la course. On a commencé à voir ses pancartes assez. Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Beaucoup actuellement. Il y en a quelques-unes, mais quand même déjà, il y a déjà du vandalisme sur celle proche de l'hôpital. On a une grande pancarte. Je ne sais pas si, Jean, tu peux nous montrer ça, là. Je veux dire, on sent, Michel, que les gens dans cette élection-ci sont très, très émotifs. Les réseaux sociaux se sont enflammés solidement là, au cours du dernier week-end. On s'accuse d'un bord et de l'autre. On accuse Radio-Canada de faire du favoritisme, TVA de faire du favoritisme, Radio X de faire du favoritisme. C'est un combat, j'ai rarement vu ça, sincèrement, et j'ai l'impression que c'est la continuité de ce qui s'est passé avec la crise covidienne, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau clivage et on sent que les émotions sont extrêmement fortes sur la plupart des réseaux sociaux. Je demanderais peut-être aux gens de prendre une bonne respiration. En même temps, je sais que ça peut être frustrant, mais quand même, aux dernières nouvelles, on est encore en démocratie. Puis on souhaite que ça reste comme ça. Mais José, on va revenir là-dessus. Oui. Tout à l'heure, moi, je voudrais revenir sur le lancement de campagne de M. Rivet, là. Bon, on voit là, particulièrement là, M. Poulain, là, mais Québec solidaire aussi. On a vu des pancartes de M. Lemieux. Et là, M. Rivet, là, qui arrive presque 2 semaines là, après que la campagne soit officiellement lancée. Comment on peut vivre ça? Là? Parce qu'on sait que Mme Proulx a annoncé à la dernière minute, si je peux le dire comme ça. Là, mais c'est comme ça aussi. C'est ça. C'est littéralement comme ça. Donc, il a fallu, permettez-moi l'expression, virer de bord sur un dixaine là, pour trouver un candidat ou une candidate. C'est Mathieu Rivet. Et là, ben, il faut qu'il s'organise. Puis le temps passe. On entreprend la 2e semaine de campagne. Bien, heureusement pour M. Rivet, là, dans les sondages nationaux, on est en avance côté de la Coalition Avenir Québec dans la Côte-du-Sud. Ça l'avantage. Mais en même temps, son opposant, Frédéric Poulain, est extrêmement présent sur le terrain. Bonne organisation, des communiqués de presse qui rentrent, des conférences de presse, l'avenue du chef Éric Duhem, localement, juste un peu avant le déclenchement des élections. Tandis que Mathieu Rivet, lorsque le chef est passé en région, il est arrêté à Bellechasse, il a passé droit dans la Côte-du-Sud pour se rendre à Rivière-du-Loup. Écoute, c'est peut-être pas... Et là, il y a Mme Guilbeault qui vient, là. Oui, c'est quand même. Non, mais non, sincèrement, je veux dire, c'est une bonne prise pour Mathieu Rivet, parce que Geneviève Guilbeault, Mme Guilbeault, est quand même très connue au sein de la Coalition Avenir Québec, et c'est la vice-première ministre du Québec. On va voir ce qui va se dérouler cet après-midi. On va sûrement poser des questions d'usage, mais pour le reste, on va suivre ça attentivement. Mais effectivement, M. Rivet a un peu de retard, mais il est avantagé par les sondages. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir le... Parce que il y a toujours un sondage, là, Québec 125, je pense que tu appelles ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir ce sondage-là pour voir où se situaient les candidats dans la Côte-du-Sud actuellement? Absolument. Le Mathieu Rivet qui domine largement encore. Pas loin, après, je pense, une dizaine de pourcentages, mais il faudrait que je vérifie. C'est suivi par Frédéric Poulain, puis le reste, c'est pas compliqué. Là. Je sais qu'on a quand même des bons candidats. Vendredi passé, j'ai rencontré Michel Forget du Parti québécois, qui demandait par ailleurs la fameuse marche du 11 septembre prochain là, pour le pavillon de médecine vétérinaire à la Pocatière. Est-ce que Mathieu Rivet va y participer? Parce que si on se fie... Oui, mais c'est ça. Je vais poser la question après-midi parce que si on se fie aux commentaires de M. Forget ne veut pas marcher côte à côte avec M. Rivet parce qu'on sait que la Coalition Avenir Québec a dit d'emblée que le projet allait se construire à Rimouski. On parle d'un projet de 100 millions au lieu de le faire à la Pocatière. Mais là, il y a toutes sortes de tractations, des idées, savoir si on pourrait pas avoir une partie du programme à la Pocatière. Ça reste à suivre, mais on va avoir le cœur net le 3 octobre au soir, tout dépendant du gouvernement qu'on va avoir. Si c'est un gouvernement conservateur, je pense, avec les promesses d'Éric Duhem, malgré que les chances sont moindres, là, on s'entend, même son deuxième, là, on voudrait attendre un peu qu'il y ait un débat à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la Pocatière. Est-ce qu'on envoie ça directement à Rimouski ou on rebrasse les cartes pour mettre la Pocatière dans le portrait ou même que tout ira à la Pocatière? Parce que j'ai été surpris. Michel Forget m'a confirmé, m'a parlé que juste les réparations pour l'ITA l'ITAC de la Pocatière, on parle de plusieurs dizaines de millions. Là. Puis ça serait vraiment un chiffre énorme. Ça veut dire que si on prendrait l'argent de Rimouski et on l'amènerait à la Pocatière, bien, on sauverait sur 2 tableaux.
C'est-à-dire qu'on n'aurait pas à mettre d'argent à l'apocatière, à l'ITAC pour une réfection, et on n'aurait pas non plus à construire à Rimouski. Au lieu, dans le fond, de coûter peut-être 200 millions, ça pourrait coûter 100 millions. Mais ça, c'est ce que Michel Forget avance. Ça reste à confirmer. Revenons justement à cette campagne émotive, là. Bon, tu es sur le terrain. Mais est-ce que cette émotion-là se vit autant sur la Côte-du-Sud que ça se vit au niveau national? Absolument. Je le sens sincèrement sur les réseaux sociaux. C'est ce que tu sens sur la Côte-du-Sud? Oui, mais c'est parce que ici, comme je te dis, c'est un peu plus tranquille parce que Mathieu Rivière vient de rentrer dans la course. Mais on le sent, les esprits s'échauffent, mais ça paraît énormément sur les réseaux sociaux. Et je vois souvent des gens qui font des commentaires sur le Facebook de CMA TV, qui font également des commentaires ailleurs. Parce que tu sais, lorsque tu es comme abonné à des gens, que tu suis des gens, ben, tu les vois apparaître sur d'autres plateformes, de sorte que, oui, effectivement, c'est très émotif. Puis même, Michel, comme je te le dis, je me répète, là, mais c'est réellement la continuité de ce qu'on a vécu pendant la crise covidienne. Il y a un nouveau clivage politique et c'est très, très, très émotif. José, au niveau national, je vois les nombreuses promesses qui sont faites, là. Oui, ça et me semble, mais ramène-moi à l'ordre si c'est pas le cas, là, mais il me semble que c'est la première fois que je vois les chefs faire autant de promesses, écoute, des milliards fusent de toutes parts, là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est dans une campagne? Il y a des promesses, là, mais on est un peu habitué à ça, là. Mais là, autant de promesses, puis là, c'est celui qui va faire la plus grosse, la plus belle. Explique-moi, là, est-ce que c'est un phénomène qu'on vit cette année, dans cette campagne électorale-là, ou c'est un phénomène, comme je te dis, là, on envoie des promesses. Mais il me semble qu'autant que ça, c'est la première fois que j'ai l'impression que me semble que c'est à outrance, là. Celui qui impose le tempo présentement, c'est Éric Duhaime. Et puisqu'Éric Duhaime, c'est, comme je te l'ai dit, c'est lui. Il contrôle l'agenda politique présentement. C'est pour ça qu'on tire à feu croisé sur Éric Duhaime, parce que c'est lui qui impose le beat de la campagne et les autres partis sont en réaction. On l'a vu la semaine dernière, François Legault, le premier ministre du Québec, aller aux mêmes endroits que Éric Duhaime a été, c'est-à-dire en Beauce, puis dans les secteurs au Québec notamment, dans les secteurs où Éric Duhaime est très fort, parce qu'on est en rattrapage. C'est pour ça qu'on sort le chéquier, je pense. On veut séduire la population et on est prêt, pas n'importe quoi, il ne faut pas exagérer, mais on est prêt à bien des prouesses pour prouver ou pour revenir au pouvoir ou pour prendre le pouvoir. C'est ce que je sens. Et effectivement, il y en a beaucoup cette année. D'ailleurs, on demande aux gens de chiffrer, aux partis politiques de chiffrer leurs promesses parce que c'est beau promettre des baisses d'impôts, des ci, des ça, mais en même temps, on a une dette exponentielle qui n'a pas cessé d'augmenter d'un. Et également, des baisses d'impôts. Oui, je veux bien des baisses d'impôts, mais tu vas couper où? Tu sais, c'est toujours ça qu'il faut penser. Oui, des baisses d'impôts, mais il faut des nouvelles rentrées d'argent dans un et deux. On va couper où? Éric Duhaime parle de développer notre hydrocarbure, peut-être, mais ça reste à suivre. Les baisses d'impôts d'Éric Duhaime, là, c'est 25 milliards sur 4 ans, là. C'est quand même beaucoup d'argent. Je me demande, avec on est quand même, il me semble que c'est 200 quelques milliards de dettes, là, le Québec, là. Moi, je me demande, est-ce que tout ça est réaliste? Écoute, il va falloir avoir leur cadre financier. Si tu me dis tout de suite, est-ce que c'est réaliste? Je le sais pas, mais il me semble que j'ai des doutes. Comme je t'ai dit, pour avoir des rentrées d'argent, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu veux couper à quelque part, il faut que tu dises où ce que tu vas couper. Écoute, ça prend des détails, on le sait, mais on est en campagne électorale, Michel. Il ne faut pas être surpris d'entendre toutes sortes de promesses. Comment tu prévois les prochaines semaines? Parce que là, on n'entre pas à la deuxième semaine complète là, d'élection. Comment tu vois... Est-ce que tu penses que ça va continuer à évoluer? Ou on va... À un moment donné, ça ne peut pas garder le rythme que ça a depuis le début, là? Ça ne peut pas continuer comme ça, me semble. Oui, ça va continuer comme ça. Comme je t'ai dit, c'est la prolongation de ce qui s'est passé pendant la crise covidienne. Les gens sont à couteau tiré. Ils veulent avoir raison. Un côté, il veut imposer sa vision à l'autre, et vice-versa. On va voir pour le reste des choses, mais ça sera pas facile, mais en même temps intéressant, mais c'est brûlant. Là. Ça prend beaucoup d'énergie. C'est ma première campagne électorale là, qui me prend autant d'énergie parce que c'est très, très émotif. Il reste à peu près 90 secondes. Tu as assisté au lancement de la campagne, M. Forget, vendredi. Oui. Tu résumerais ça comment?
Ben, Michel Forget, c'est un excellent candidat. C'est dommage qu'il soit dans un comté où il n'a à peu près aucune chance. On sait qu'à la dernière élection, il a récolté 10 parce que Michel Forget, il connaît ses dossiers, il maîtrise ses dossiers. Ça fait 3 fois qu'il se présente au provincial, une fois dans le défunt comté de Kamouraska-Témiscouata, puis 2 fois dans le Côte-du-Sud, mais il va récolter 10 C'est ça qui est dommage dans le système actuel, c'est que tu as beau être un bon candidat, c'est le national qui vient gruger la majeure partie de tes appuis. Alors, ça va être une campagne électorale. Il y a un embargo, on ne peut pas en parler, mais il y a un débat qui s'en vient. Oui. Et on va le diffuser. Alors, ce sera important de suivre ça. Ça va peut-être vous aider à vous faire une idée. Puis, la dernière semaine des élections, José, on va recevoir tous les candidats ici et on donne toujours cette occasion-là aux candidats. C'est du temps gratuit qu'on leur offre pour venir parler chacun de leur plateforme électorale. Donc, on les recevra la dernière semaine, juste avant les élections. Merci, José. Plaisir. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Demain, chronique culturelle avec Marie-Ève Lamonde. C'est elle qui remplacera Jonathan Renière. Donc, ce sera sa lancée demain et sa jetée à l'eau. Ça sera le cas de le dire. Et il y aura également Diane Robert et Alexandra Lemieux de la Chambre de commerce. Je vous souhaite une excellente journée.